Bonjour et bonsoir, chers auditeurs des Bobisso Média et de la Redondance TV. Les 10 et les 11 décembre 2018 s'est tenu au nord de l'Afrique, plus précisément au Maroc, dans la ville de Marrakech, une réunion conviée par l'Organisation des Nations Unies, conviant tous ses États membres à ratifier les pactes mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Mais se sont abstenus l'Autriche, l'Australie, la Croatie, les États-Unis, Israël, la Hongrie, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie et la Suisse. Pourquoi seulement eux? Aucun des États africains membres de l'ONU ne se serait abstenu malgré les zones d'ombre couvrant ces pactes. Mais quelles sont les conséquences véritables entourant ces pactes, vus de l'Occident, d'Afrique et d'ailleurs? Voilà ce qui a été l'échange que nous avons eu avec notre frère, Mwazulu Diabanza, qui a répondu à mes questions et à celui de mon confrère, Marcel Lassansomboyi, de la Redondance Télévision. Suivez. D'abord, d'entrée de jeu, je dirais que pourquoi le Maroc? Il faut savoir que il n'y a pas fort longtemps, nous avions initié une action qui a été une première. C'était celle de dénoncer le gouvernement marocain par rapport à sa politique migratoire. Vous vous rappellerez que le roi du Maroc s'est en personne prononcé, y compris le ministre français des Affaires étrangères en son temps, Laurent Fabius, et le ministre français de l'Intérieur, qui, je cite leurs mots, que toutes les mesures diplomatiques ont été prises et les auteurs de cette action ou de cet acte seront, je dirais, punis de manière exemplaire. Celle-ci est une mise en garde à tous les Tunisiens, à tous les Marocains, à tous les Algériens arabes qui veulent dominer la personne humaine sortie d'Afrique. Nous condamnons, nous dénonçons toutes les tueries perpétrées sur les Africains et les Africaines, sur le territoire africain. Nous les condamnons, ces crimes que vous avez commis. À bas, à bas, à bas, à bas, à bas, à bas, la domination marocaine, à bas, la domination marocaine en Afrique. Vous avez choisi aux côtés de l'Union européenne, comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir noire. L'ambassade du Maroc a été prise d'assaut. Elle a été prise d'assaut parce il était question pour nous de dénoncer ces comportements combien criminels, parce que nous, on savait tout ce qui s'est tramé derrière ces politiques migratoires de l'Europe concentrées au Maroc. Bon, pour ne pas être taxé de ceux qui entretiennent la théorie du complot, on s'est tué pour que aujourd'hui le temps nous donne raison. Ça, c'est la première des choses. Cette action a fait bouger les lignes. Rappelez-vous que l'ambassade du Maroc et le Maroc, le gouvernement marocain a parlé à plus d'une fois avec une propagande dans les télés. Ça se souvient bien. Voilà, comme quoi c'était le pays qui mène la plus bonne de politique migratoire. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, c'est pas nouveau. Il n'y a pas de fait nouveau sous le soleil parce qu'il y a eu le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces pactes-là sont flagrantement violés, bafoués par ces mêmes pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu encore... Qui consistait à quoi en fait Le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour justement défendre et protéger les droits civils et politiques de la plupart des peuples et des habitants des différents pays. Et le droit notamment d'être candidat, de participer aux élections, d'exercer, de créer son parti politique, on voit aisément comment est-ce que ces droits politiques et civils sont bafoués dans différents pays. Même le plus élémentaire de ces droits sont bafoués. Où des citoyens n'ont même pas peut-être le droit, si j'ose dire, de critiquer, de porter des critiques vis-à-vis ou à l'égard de leur gouvernement. Et sur le plan politique, on voit comment les libertés politiques et les libertés d'opinion et d'expression sont étouffées. Il y a eu le pacte international relatif aux droits sociaux et économiques, censé aussi garantir le droit et le respect des droits sociaux et économiques. Vous voyez comment est-ce que ces pactes-là sont bafoués avec des différentes politiques imposées aux pays africains. Et notamment à beaucoup de pays, si j'ose dire, de l'Amérique latine. Donc on voit que ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas nouveau que l'ONU nous propose des arsenals juridiques pareils qui, à mon humble avis, ne seront guère respectés. Troisièmement, la lecture que j'ai faite de ces pactes
Notamment, vous voyez qu'il y a les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas ratifié. Israël, la Hongrie, Israël et consorts. Prenons les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que justement, ce pacte-là, c'est la consécration de sa politique migratoire. La politique migratoire des États-Unis qui se résume par une politique, entre guillemets, sûre, régulière, ou, je l'ai traduit autrement, l'immigration choisie. Et cette immigration choisie, c'est exactement les politiques qui ont été menées jusque-là, depuis les razzias négrières. On considérait que le noir qui était important, ce sont les noirs les plus valides, les plus robustes, qui avaient une connaissance des différentes sciences, parce que ce sont ces noirs-là qui ont appris aux Américains, par exemple, les différentes méthodes d'agriculture et autres, aux Portugais, comment monter à cheval, et la médecine européenne et occidentale. Donc, il fallait chercher ce qui était utile pour eux. Et pareil, aujourd'hui, on veut la main-d'œuvre qui sera utile pour les nations occidentales et les démocraties occidentales. Donc, voilà donc de jeu pour moi la lecture, différentes lectures que je peux faire déjà de ces pactes-là, et notamment si on voit Israël est à la porte des pays arabes. Alors, s'il ratifie, ce sont toutes les populations arabes qui viendront à Israël et qui mettront Israël en minorité, les Israéliens juifs en minorité. Il y a la Hongrie et tout consort qui sont, si vous voulez, à la porte d'entrée. Vous partez de la Grèce, ce sont des pays par lesquels la Serbie, Monténégro et tout ça, ce sont des contours qui prennent beaucoup de migrants lorsque le chemin de la Turquie n'est pas ouvert. Mais aussi, il y a la Russie à côté. Et la Russie refuse catégoriquement, je dis bien catégoriquement, qu'il y ait brassage de ces populations. Ce qu'ils considèrent, eux, comme la race pure. Directement, ça vous renvoie aux extrêmes droites. Parce que la Russie est devenue le berceau même, si je dirais la capitale politique et financière des extrêmes droites de l'Europe tout entière. Donc voilà, d'entrée de jeu, ce qui peut être l'introduction. Est-ce que justement la crainte de la population occidentale aujourd'hui, est-elle justifiée ou pas? Bon, il faut prendre ça à deux volets. Premièrement, elle doit être justifiée parce qu'à chaque fois qu'il y a de grands mouvements de masse, les autochtones ont toujours peur. On sait qu'il y aura bien évidemment chamboulement sur tout le plan, sur le plan civil, politique, économique, au sein de la société, parce que ce sont des populations différentes. Et la plupart des populations européennes n'ont pas été préparées, ou le peuple européen en soi n'a pas été préparé à tout ça. Parce que dans leur inconscient, c'est quoi? C'est, entre guillemets, des gens qui sont moins éduqués que nous, qui ne sont pas très civilisés, qui ont faim, qui viennent donc faire cesser avec tous ces préjugés. Même ici, au sein des sociétés occidentales, on voit toujours les populations immigrées. Déjà, en partant du mot immigration, ce sont des préjugés. Et la plupart des préjugés sont toujours accolés à ce type de population. Donc la crainte peut être justifiée en ça. Et deuxièmement, sur le plan économique, vous voyez que l'Europe, de manière générale, tout entière, est en train de sombrer dans un chaos indescriptible. Et ces chaos économiques, qui a des conséquences sociales, feront en sorte que, bien que ce que l'on dise, on peut dire tout ce que l'on veut, mais il y aura progressivement différents types d'Africains qui viendront ici. Et ces différents types d'Africains auront bien évidemment une part à prendre dans ces sociétés. Et économiquement parlant, les modèles sociaux, par exemple de la France, obligent la France de soutenir la plupart des populations démunies. Donc, ce qui revient encore à des dépenses budgétaires, à des investissements considérables de la part de l'État. Mais il y a aussi, si vous voulez, la cohabitation qui sera un problème avec ces différentes mentalités. Donc, il y a bien évidemment inquiétude dans ce sens, mais après, il ne faut pas oublier l'extrême droite dont je vous parlais, qui, avec son discours populaire et populiste, essaye toujours de faire comprendre aux gens qu'il y aura la théorie du remplacement de population, que nous sommes, les immigrés seront là pour remplacer. Justement, à écouter les débats qui s'est produit, qui s'est fait en fait actuellement dans la population occidentale, justement il y a cette crainte-là des remplacements des populations et beaucoup crient au complot de l'élite occidentale. Ce qui est sûr, c'est que je peux vous certifier, l'élite occidentale a l'envie, nette envie, de remplacer les travailleurs européens par des travailleurs immigrés. Alors, parce que les travailleurs européens coûtent cher. Les travailleurs européens aujourd'hui, à 1500, 1600 même, ça ne va pas. Il faut qu'il aille à 1700, 2000 euros. Au-delà de ça, ils réclament ses jours de congé. Ils réclament de droits X et Y. Ils réclament un logement décent. Alors que c'est lui qui vient de là-bas. Rappelez-vous, il n'y a pas fort longtemps, on allait chercher en Portugal. Ceux qui venaient, qui étaient 3 fois moins payés. On allait chercher en Espagne. On allait chercher en Irlande. Maintenant, ça ne va plus. Ces pays-là, avec les normes fixées par l'Union européenne, sont des pays qui deviennent avancés.
Donc, il faut aller chercher en Afrique. Ceux qui viennent de l'Afrique, regardez la situation combien difficile et indestructible dans des sociétés africaines. Donc, un jeune Africain, d'ailleurs, l'arrivée massive, maintenant, c'est des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. L'arrivée de ces jeunes-là, on court vers 300 €, on va courir vers 400 €. On ne connaît pas tous ces droits. Et il y a une grande partie qui viennent des provinces reculées qui n'ont pas eu accès à l'éducation dans le sens du type occidental de l'éducation. Donc, il y a un profit réel défini par, si vous voulez, l'élite politique occidentale. C'est que je sais, c'est qui est sûr, il y a ça. Et deuxièmement, il est sûr aussi que les indicatifs européens en matière de démographie démontrent que ce sont des pays qui sont éteints, qui ont atteint le vieillissement. Donc, il faut un renouvellement de la population. Angela Merkel en est l'exemple, l'illustration parfaite. Donc, ce sont des élites qui, réellement, veulent donner une autre image de l'Allemagne de demain, de la France de demain. Il faut qu'il y ait, c'est nous, les venus d'Arabes, de pays arabes, Maghreb, l'Afrique du Nord, des pays africains, qui seront les Français de demain. L'illustration de leurs équipes nationales, l'illustration demain, ça sera dans d'autres domaines, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a bien évidemment pas le remplacement de la population, mais l'intégration d'une multipolarité, multiculturalité des sociétés ou de leur population qui progressivement, parce que les politiques justement de comment vous avez appelé ça avec le FMI et la Banque mondiale, les politiques de justement non, le politique de planning familial, de planning familial, les politiques de planning familial, les conséquences on les voit, moins des naissances et un taux très élevé des avortements et consorts. Voilà où nous en sommes. Donc il faut le dynamisme, il faut que le calcul mathématique est simple. Beaucoup de peuples, beaucoup de consommateurs et beaucoup de production. Mais donc en soi, par rapport à ce pacte, la vue de l'Occident toujours, parce que tout à l'heure on abordera la vision tout à fait africaine de la chose, la vue de l'Europe, vous écoutez, ce n'est pas une si mauvaise chose qu'il y ait des populations qui viennent d'ailleurs. Les mots-clés dans tout ça, c'est qu'il faut toujours ne pas perdre à l'esprit devant toute analyse quand on aborde ces questions, c'est que le système occidental est défini par un mot simple, l'exploitation. Il faut exploiter. Il faut aller chercher le plus faible. Et l'exploitation ne se fait que là où il y a le plus faible. Il faut aller les chercher pour les exploiter. Moins de revendications, moins d'éducation, moins de ceci, ils vont courir derrière de miettes. Et ils veulent toujours enregistrer des larges bénéfices, des écarts aussi énormes. Ils ne veulent pas donner, même donner. Vous voyez la situation de la France avec des gilets jaunes, la Belgique, l'Espagne, il n'y a pas fort longtemps la Grèce. Donc c'est l'exploitation, parce que les États-Unis d'Amérique est exposé vis-à-vis de toutes ces populations de l'Amérique latine, qui viennent du Mexique, qui viennent de l'Honduras, qui viennent... Toute cette masse-là, du moment où ces pays aura signé cela, il ouvre ses portes. Donc il est obligé à se conformer à ça. Mais il faut les maintenir dans ce sens-là parce qu'il faut les exploiter. Quand on aura besoin de l'immigration choisie avec les États-Unis, le Canada, on va aller chercher le plus valide, ceux qui nous intéressent. Pas ceux les autres. Donc on va chercher ceux qui nous intéressent, et nous, ça fait nos affaires. Mais maintenant, la population ou les populations occidentales ou européennes ne comprennent pas ces politiques-là, parce qu'eux-mêmes sont exploités. Et ils sont mis à l'écart parce qu'ils coûtent maintenant cher. Et c'est ça les graines des conflits qui sont en train d'être placés et installés d'ici et là. Le pacte de Marrakech par rapport à ce qui existait déjà bien avant, c'est-à-dire la politique immigratoire de chaque pays européen ou de l'Union européenne telle que c'était fixé avant. Nous avons vu que c'était le Maroc qui était le plus grand pays qui était choisi pour arrêter, stopper justement cette migration africaine vers l'Europe. Lequel est celui qui est plus bénéfique par rapport à la population africaine, justement, ou à la population pauvre qui quitte ces pays pauvres pour venir dans les pays riches? Dans la logique vraie des choses, quand on exploite, il y a deux façons. Il y a le coût violent et après l'encadrement du coût qui ont été donnés. La première politique qui a été mise en place, c'est des coûts violents. C'est des mécanismes qui ont été mis en fait de brutalité des violences. C'est là où nous avons déploré autant de morts par rapport à ces politiques migratoires. Parce que le Maroc était une forme de base militaire ou de base administrative, si vous voulez, pour pouvoir contrecarrer cette immigration de masse. Elle a été financée, cette nation. Financée par l'Union européenne et aussi la Libye, mais la Libye avec la déstabilisation et l'affaissement de l'État libyen, on se retourne vers le Maroc. C'est là où j'évoquais notre action qui a mis à nu toute cette façon ô combien inhumaine
pratiquer la politique migratoire. Donc, elle était violente pour nous. Elle était très violente même. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec les causes structurelles qu'ils ont évoquées dans ces pactes-là, les causes structurelles, il y a par exemple l'organisme d'harmonisation des droits des affaires, l'OHADA, qui continue à sélectionner les étudiants venus de pays francophones de l'Afrique noire vers le Maroc. Ces universités-là se trouvent au Maroc, pour pouvoir les inculquer les priorités économiques des nations occidentales une fois sortis de leurs écoles de formation des universités. Mais ces pactes-là, ce deuxième instrument, maintenant j'en viens, ça c'est le coup doux. C'est un coup contre nous, contre l'Afrique, mais qui est donné de manière assez, avec toute douceur. C'est-à-dire qu'on encadre par la loi. On ne veut plus que tout le monde vienne parce qu'il faut contrôler. Ça déborde, ça va au-delà de nos espérances. Donc il faut contrôler, on choisit. Et ça va nous faire pleurer parce qu'on choisit le plus aguerri, le plus outillé. Justement, on va choisir le plus aguerri, le plus fort, le plus robuste, ou c'est-à-dire dépeupler l'Afrique par ses forces pour nourrir les nations les plus développées, même avec peu de moyens qu'ils pourront donner à cela. Mais ce qui est plus important par rapport à ça, est-ce que c'est de dire que l'immigration africaine doit stopper, ou les pays sous-développés, les pays en voie de développement sont toujours obligés, ou la population en voie de sous-développement doit toujours obliger à pouvoir immigrer vers les pays européens? Dans les deux volets de votre question, je m'inscris d'abord dans l'esprit et la lettre de notre manifeste qui a été dicté depuis un moment donné. Dans ces manifestes, sur le point 4, nous nous alignons sur une position qui est claire, la fin de l'immigration. Pour l'Afrique, ce qui est mieux, c'est la fin de l'immigration. Parce que l'immigration nous fait pleurer. C'est une hémorragie qui a été provoquée contre la santé, je dirais sociale, la santé politique, la santé économique de l'Afrique de manière générale. Et dans le deuxième volet de votre question, je dirais que cette immigration pose un problème, je dirais à la fois structurel, organisationnel en Afrique, parce que les politiques africaines de développement doivent se baser sur justement l'énergie de sa jeunesse. Et c'est cette énergie de la jeunesse africaine qui fait de l'Afrique, si vous voulez, un challenger véritable sur la scène de l'économie internationale. Et du fait que l'Afrique ne profite pas de sa jeunesse, ne déverse pas, si j'ose dire, toute sa politique de développement auprès de sa jeunesse pour permettre notamment à l'Afrique d'aller de l'avant, c'est un problème. Parce que, rappelez-vous, lorsque le FMI et la Banque mondiale ont apporté chez nous des politiques d'ajustement, des réajustements structurels, ça a justement provoqué cette immigration. La plupart des gens, de jeunes Africains, je parle de 15 à 65 ans, qui sont sortis de l'Afrique, c'est les conséquences de la pauvreté créée par les politiques drastiques et inhumaines du FMI et de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, avec l'immigration, ce sont les mêmes choses qui vont se répéter. Le général de Gaulle a eu besoin des valides africains pour venir contrecarrer Adolf Hitler. Il y a eu une immigration militaire. Avec les tirailleurs sénégalais. Le général de Gaulle a eu besoin de la reconstruction économique de la France et de la construction, je dirais, architecturale de la France. Il a eu besoin des Sénégalais, des Africains, des ingénieurs, de la main-d'œuvre africaine qui ont construit la France, ce qui a donné naissance ici à des ghettos, à des quartiers et des cités ici en France. Donc, le général de Gaulle, où la France a eu besoin, si vous voulez, des valides sportifs africains pour redorer les blasons du monde sportif européen par rapport aux États-Unis d'Amérique, qui avaient déjà des Noirs qui y vivaient, par rapport aux razzias négrières, qui était une forme d'immigration brutale et inhumaine. Aujourd'hui, nous en sommes encore à ces jeunes-là qui viennent. Donc vous voyez progressivement, et pendant toutes ces décennies, différentes décennies, et générationnellement, l'immigration est un fléau pour l'Afrique. Et il faut stopper l'immigration. L'immigration doit stopper. Donc, notre alignement est clair. Nous devons stopper l'immigration. Quels que soient les moyens qui seront utilisés, il faut stopper l'immigration. Stopper l'immigration sur quelle base déjà? Parce que ces pays, excusez-moi, le peuple africain qui immigre vers l'Europe, ça dit c'est parce qu'il fuit une certaine misère. Comment stopper l'immigration du moment que ces pays continuent à s'appauvrir et que les dirigeants africains ne prennent pas encore conscience qu'ils peuvent faire aussi, avec les matières premières qu'ils ont, chercher à développer leur pays et leurs États africains?
D'abord, une nuance, c'est que ce n'est pas le mouvement de masse qui est naturel et qui est, je dirais, qui existe depuis des siècles, de population que nous combattons. Mais c'est vraiment cette immigration, en réalité c'est une immigration choisie par rapport aux politiques qui sont imposées aux pays africains et ils savent les conséquences. Et ces conséquences-là, c'est ce qui déclenche cette immigration de masse. Cette immigration doit être stoppée par d'abord la prise de conscience suprême de la jeunesse africaine et des peuples africains, de comprendre de manière réelle le rôle qu'ils ont à jouer pour le bien-être de l'humanité, le bien-être social de nos populations et pour le développement de l'Afrique. C'est d'abord une prise de conscience, de comprendre que, comme vous l'aviez énuméré, il y a des atouts en Afrique qui peuvent nous permettre à nous d'être mieux chez nous et de concurrencer même ceux-là qui aujourd'hui viennent nous chercher. Donc travailler pour nous, c'est possible. De deux, c'est couper les cordons ombilicaux qui nous attachent aux institutions financières, économiques, militaires, donc sécuritaires et politiques de l'Occident. Il faut couper ces cordons ombilicaux, mettre fin aux politiques d'aide et de développement préconisées par des pays occidentaux vis-à-vis des pays africains. Vous pensez que ça va être facile parce que c'est tout un système qui est mis en place. C'est une lutte dans laquelle on doit... Années, et vous pensez que ça va être facile de couper des cordons comme ça par rapport à ce qui s'est fait en Afrique? Et parce que s'ils le font, vous l'avez dit dans votre intervention tout à l'heure, que c'est pour travailler en Europe, pour continuer avec le développement européen, qu'on choisit les lobbyistes pour venir travailler ici. Mais du moment que ces gens-là, qui sont dans un système qui est déjà établi des années, vous pensez que ça va être facile de pouvoir les stopper comme ça? Rien n'a été toujours facile, mais lorsqu'il y a une prise de conscience, tout devient facile. Du moment où l'esclave prend conscience qu'il est humain et qu'il ne peut plus vivre dans ces conditions et qu'il brise ses chaînes, l'esclavage tombe. C'est-à-dire, d'abord, c'est la prise de conscience. C'est pourquoi je commence par ça. La clé de tout, la clé de voûte, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, et de là en découle toutes les positions qui adviendront. Nous avions engagé des combats depuis fort longtemps avec l'Occident. Vous vous rappellerez que si ce n'était que pour le bon vouloir des pays européens, les razzias négrières n'allaient pas prendre fin. La preuve, les nations occidentales, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, la France, ont tous et toutes, si vous voulez, indemnisé les négriers. Parce qu'ils ont perdu leurs marchandises et leurs sources de revenus. C'est-à-dire, il y a eu la volonté suprême de ceux qui nous ont précédés dans ces combats. Nous avions engagé des combats pour mettre fin au colonialisme et à la colonisation. Nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, ça fait un moment donné, nos aînés nous ont précédés dans un combat à deux niveaux. Le premier, c'est celui d'un combat pour l'instauration d'une démocratie politique véritable dans le pays africain. Et le deuxième, c'est celui de, si vous voulez, la libération totale du peuple africain, c'est-à-dire de couper le cordon ombilical de tous ces segments de la colonisation et du néocolonialisme. Donc c'est un combat dans lequel nous sommes engagés. Et un combat n'est jamais facile. Donc il faut mener ces combats parce qu'il en va de soi de notre existence et de notre dignité. Aujourd'hui, regardez l'une des conséquences drastiques et dramatiques de cette immigration. C'est la désertification des villages et des territoires africains. Quand vous allez vers le fond de l'Afrique, vous verrez qu'il n'y a plus de jeunes. Tous sont partis. Et qu'est-ce qu'il en est? Les multinationales viennent. Vous allez à Bukavu, à Goma, je ne sais pas moi, à Massissi, à Bassankoussou. Vous allez à Bobo Dioulasso, vous allez dans le fin fond des villages au Cameroun et partout. Vous voyez que ce sont les multinationales qui viennent. Et récemment, moi j'ai vu de multinationales, de fonds conçus, les fonds islamiques d'aide, les fonds islamiques du salut. C'est-à-dire ce sont maintenant les pétroliers arabes qui viennent. Et ces gens-là viennent maintenant. Quand les jeunes Africains partent, ils prennent nos terres. Quand ils prennent nos terres, ils exploitent nos terres. Au-delà de l'affaire des terres arables, il y a des terres, il y a nos ressources minières, il y a nos lacs, nos cours d'eau, nos ressources halieutiques. Il y a, si vous voulez même, parce qu'il y a des ethnologues qui viennent, qui vont fouiller les fossiles humains, c'est-à-dire les restes de nos ancêtres. Avec ce pourquoi ils ont été enterrés, nous l'avons vu comment les cadavres ont été déterrés en Égypte, au Soudan, en République démocratique du Congo, en Banza Congo, où il y a eu même si vous voulez, les Yalankourou, c'est-à-dire les tombeaux ou les cimetières royaux de roi Congo de l'époque. Donc on voit aisément la recherche des énergies ne s'arrête pas là. Ils vont, si vous voulez, faire des prospections sous nos terres pour chercher du pétrole ainsi. Et là, on vient de découvrir aujourd'hui des richesses au Sénégal. Les pays a basculé. Donc il y a bien évidemment, lorsqu'il n'y a plus de population, on dit souvent, il y a un adage connu de tous, l'Israël est un peuple...
le peuple juif est un peuple sans terre. Et l'Israël ou la Palestine est une terre sans peuple. Donc il va de soi au peuple juif devenu occupé. Ce sont ces gens-là qui ont développé ces théories. Donc ce n'est pas facile et je pense qu'il faut s'engager. Il faut. C'est une obligation pour nous de stopper cette hémorragie de l'immigration. Pour clore en fait cette partie de Marrakech, comment vous comprenez ou comment vous pouvez expliquer les responsabilités des présidents ou des présidents des États africains qui ont été à Marrakech signés, sachant que, comme vous venez de le dire là, que les populations jeunes vont systématiquement être vidées de l'Afrique et les multinationales qui vont venir exploiter nos terres, mais c'est la catastrophe, c'est la disparition pure et simple de... Le président Mobutu s'est étonné lors de son discours sur la tribune des Nations Unies en 1973 s'il n'y avait pas une sorte de capacité congénitale dans l'Africain et dans les dirigeants africains de résoudre nos problèmes, même aux problèmes les plus élémentaires. Et ces questionnements du président Mobutu est valable jusqu'aujourd'hui. Les dirigeants africains ne connaissent pas d'abord le sens de la responsabilité. Avant qu'il ne soit président, tout son acheminement, vous verrez que la plupart d'entre eux, ce sens vrai de la responsabilité, on ne l'a pas. Et le fait de manquer ce sens de la responsabilité vrai fait en sorte qu'on croit aisément. C'est ce sucre-là que Mouzé Laurent Désiré Kabila a évoqué qu'il fallait couper. Ce sucre-là qui fait en sorte qu'on attend toutes les solutions de l'extérieur. On pense que le développement de l'Afrique viendra de l'extérieur. On croit que les résolutions de nos problèmes, les schémas, les solutions doivent être proposées par ceux qui, venus des laboratoires extérieurs, ont réfléchi à notre place. Et c'est ça, cette irresponsabilité. Elle ne commence même pas par leur façon d'exercer le pouvoir. Mais c'est dans cette conscience-là qu'il y a de ne pas comprendre et de ne pas se mettre résolument convaincu à la place où la situation de l'Afrique, la situation dans votre maison commence à être résolue par les problèmes que vous-même vous posez. C'est-à-dire par les questions plutôt que vous posez de problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et c'est là le problème des dirigeants africains. Ils vont signer. Qu'est-ce qu'ils ont déjà refusé de signer eux? Ils signent tout, pensant qu'il y aura l'argent qui va sortir, qui va leur permettre de pouvoir résoudre ces questions-là. Ils vont signer. Mais en réalité, ils savent que ce qu'ils sont en train de signer, c'est la perte de l'Afrique. Parce que c'est l'avenir de l'Afrique que vous êtes en train de vendre à cette immigration. Immigration choisie du Canada. Et le Canada est un vaste pays, vaste terre des Indiens, massacrés, qui aujourd'hui est moins peuplé. Et les États-Unis d'Amérique, pareil. Et la plupart de ces pays, vous verrez que c'est pareil. Alors, nous sommes en train, ceux qui sont en Occident ici, on connaît des réalités. Que l'Afrique, nous sommes dans ces conditions-là, c'est justement parce que nous avions déserté le champ, si vous voulez, du travail de développement de notre mère patrie d'Afrique. La plupart des Africains, ça c'est déserté et abandonné, si vous voulez, ces champs-là où on devait travailler pour permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Donc il faut changer l'aiguille. Au lieu de sortir de l'Afrique pour venir ici, il faut sortir d'ici pour repartir en Afrique et stopper, mettre des barrières, si vous voulez, au niveau de la conscientisation, au niveau même des investissements, des différents projets, des petits projets, au niveau de la mise en place des coopératives. Ceux qui sont ici, la diaspora africaine a une force financière redoutable. Elle peut basculer cette force redoutable dans des petits projets, là-bas en Afrique, dans de profonds de nos villages, pour justement stopper cette hémorragie. Justement, vous ne pensez pas que la diaspora africaine qui est là contribue aussi à cette immigration, parce que le jeune qui est en Afrique, il voit que la diaspora qui a quitté justement par cette politique d'immigration qui est en Europe et qui arrive à se développer, à bien s'installer, que c'est dire que en Afrique, ils n'ont pas cette possibilité. C'est en sortant qu'ils peuvent avoir au moins cette possibilité aussi de le faire, mais voudra ne pas les empêcher de sortir de l'Afrique. Tout à fait, c'est une réaction humaine et logique. Quand l'homme est coincé, il n'a plus d'issue, il regarde ailleurs. Et c'est ce qui se passe. Et la diaspora, pour aller dans votre sens, la diaspora africaine est en train de jouer un rôle de tortionnaire. Elle est en train de torturer, d'abord moralement, ses compatriotes qui sont restés là-bas. Je vais vous raconter une histoire. J'avais croisé un jeune venu de la Mauritanie ici. Ce jeune m'a dit quand il avait 18 ans ou 19 ans, il a vu un aîné mauritanien qui a quitté la France et qui a regagné Nouakchott. Et cet aîné-là s'habillait toujours en lin, en tenue lin, 100% lin, en blouson en cuir. Et la manière dont il s'habillait, il s'est dit, lui, depuis son jeune âge, que moi, un jour, je dois aller en Europe. Et il m'a raconté des histoires ô combien rocambolesques
qui l'ont poussé à quitter la Mauritanie et des risques qu'il a pris pour être ici en France. Et il y est resté, malgré que quand je l'avais connu, il avait reçu un refus par rapport à sa demande d'asile politique, mais il y est resté, il dit il ne peut pas retourner comme ça. Et c'est ça, cet élan-là, ces rôles négatifs et nocifs que joue la diaspora africaine ici. C'est-à-dire cette culture du matérialisme de pouvoir dire aux autres, vous avez vu, de torturer les autres, alors qu'elle pouvait jouer le rôle de l'avant-gardiste, de pouvoir... Comme il y a une sagesse africaine qui dit les tireurs de vin de palme qui tombent à midi du palmier doivent donner l'intelligence à ceux qui viendront le soir de ne pas tomber. Et la diaspora africaine ne joue pas ses rôles, ce qui est regrettable.